Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe, autrement dit des avocats épanouis. Ce format d'introduction improvisée vous a plu, en tout cas les retours que j'ai eus la semaine dernière sont plutôt positifs, donc je vais poursuivre dans cette voie, je serai quand même moins longue aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le 1er novembre, ce sera l'anniversaire de Fleurs d'avocat, puisque c'est le 1er novembre 2018 que j'ai diffusé la première interview, celle de maître Valérie Collin. Et je fête cet anniversaire le 14 novembre 2019. Ce sera à partir de 20h à l'hôtel Le Pigalle. Il y aura des invités du podcast. C'est vraiment un événement pour vous les auditeurs, pour que vous veniez, que vous vous rencontriez entre vous, puisque vous avez tous une même envie d'une profession d'avocat épanouissante. Donc voilà, c'est l'occasion de vous rencontrer, c'est l'occasion pour moi de vous rencontrer, mais aussi pour vous de vous rencontrer entre vous et pour vous de rencontrer aussi des invités du podcast. Et voilà, et moi j'aime bien faire la fête, j'aime bien réunir les personnes. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. J'espère vous y voir. Fleurs d'avocat a un budget événementiel quand même plutôt réduit parce que c'est un bébé entreprise. Donc voilà, moi je vous accueille avec un premier verre, mais c'est cool si vous pouvez aussi partager, participer en commandant une bouteille par exemple pour partager avec les autres auditeurs et les autres invités, ce sera chouette. Mais voilà, l'idée c'est surtout de se réunir et de passer un bon moment. Donc les précédentes éditions ont plutôt toujours été cool. Enfin, en tout cas, les gens avaient l'air contents d'être venus et de s'être rencontrés et d'avoir passé une bonne soirée. Donc, j'espère que ce premier anniversaire sera à la hauteur des précédents événements. L'autre chose, c'est que, voilà, Fleurs d'avocat a bientôt 1 an et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Donc ça aussi c'est chouette. Ça veut dire que non seulement ceux qui écoutent d'autres épisodes, donc ça veut dire que ça leur plaît, ça veut aussi dire qu'il y a de nouvelles personnes qui découvrent les épisodes, et ça c'est chouette. Si vous revenez, ça veut dire que ça vous plaît, et si ça vous plaît, je vous demande de prendre quelques minutes pour laisser un avis sur iTunes. Il y a déjà 19 personnes qui ont laissé un avis, et c'est très chouette, donc merci beaucoup à elles, mais vous êtes bien plus nombreux à écouter le podcast que 19, donc voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez ces quelques minutes parce que pour moi c'est important et pour vous c'est pas grand chose, quelques minutes pour prendre un avis. Merci aussi aux 103 personnes qui ont laissé 5 étoiles, ça me touche beaucoup. Et si vous avez laissé des étoiles sans laisser un avis, eh bien reprenez quelques minutes pour laisser un avis parce que ça fait la différence et ce sera la meilleure manière de diffuser les bonnes vibes de Fleurs d'avocat auprès de la profession ou des personnes qui s'y intéressent. Je voudrais remercier aussi Marguerite de la Droitière de m'avoir recommandé maître Alexis Graille, qui est mon invité d'aujourd'hui. Alexis a prêté serment en 2017 et vous allez voir, il a une carrière, il a un parcours assez intéressant puisque lui, son fil conducteur, ça a été son amour pour l'Italie. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'exerce même pas en droit franco-italien. On en parle aussi dans l'interview. Je trouve que cet épisode est particulièrement intéressant pour les étudiants, les élèves avocats, ceux qui viennent d'avoir le CAPA et qui n'ont pas encore trouvé de collaboration et qui s'inquiètent de ça. Peut-être que vous trouverez du réconfort dans le parcours d'Alexis qui lui aussi a mis un peu de temps avant de trouver sa collaboration. Et bien évidemment, les jeunes d'entre vous. Alors moi, je suis persuadée que les parcours des jeunes sont aussi intéressants pour les avocats plus expérimentés, ne serait-ce que parce que ils travaillent avec des jeunes et donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils recherchent dans la profession et ce qui leur plaît. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un épisode tout à fait adapté quand vous êtes au début de votre parcours. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes au début de votre parcours, si vous êtes jeune avocat, mais que contrairement à Alexis, vous n'êtes pas complètement épanoui, eh bien, j'ai créé une formation qui s'appelle Bien dans ma robe et qui vous donne plein d'outils et plein de conseils pour mieux aborder cette profession et mieux la vivre et vous construire un exercice qui vous ressemble. Les retours jusqu'à maintenant sont quand même extrêmement positifs et vont dans le sens que ça leur est utile, que ça les a aidés. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas vous. La prochaine session est au mois de novembre. Ce sera tous les mardis du mois de novembre à partir de 20h. Donc théoriquement, c'est pensé pour que vous quittiez votre cabinet à une heure qui est admissible pour un jeune avocat, selon les critères externes, bien évidemment. Et puis c'est chez Bold, que je remercie d'ailleurs au passage, donc dans le 10e arrondissement de Paris, donc c'est central, ça devrait être facilement accessible pour vous tous. Si vous avez des doutes sur si cette formation vous sera utile, si vous êtes
enfin voilà, si ça correspond bien à votre situation, eh bien vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi aller voir les avis qui ont été laissés par les premiers clients, qui sont tous très positifs. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez aller les lire par vous-même. Moi, je suis certaine de pouvoir vous accompagner et vous aider vers plus d'épanouissement dans votre exercice. Et il vous reste quand même à vous de faire la démarche. Donc voilà, vous êtes les bienvenus en novembre et j'espère vous rencontrer bientôt. Je vous souhaite à présent une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Alexis Graille. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Alexis, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Comment je suis devenu avocat je dirais que c'est par hasard. Parce que je n'avais pas du tout prévu en fait finalement d'être avocat. Je me suis retrouvé en licence de droit en double cursus. En fait, je faisais sciences politiques et droit à Lyon 2. Et ma majeure, c'était les sciences politiques. À la base, vraiment, j'avais fait ce choix-là parce que je voulais garder un cursus un peu généraliste. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et un professeur de l'époque m'avait dit, vous savez, Sciences Po, c'est comme psycho, c'est comme socio, ça mène à tout, ça mène à rien. Mais au fond de moi, mener à tout, c'était un peu ce que je voulais en fait. Finalement, je savais juste que je voulais plus faire de mathématiques, c'était la seule chose. Et finalement, je me suis dit bon, sciences politiques, droit, c'est quelque chose que j'ai pas vu au lycée. Pourquoi pas? Voilà, et ça me permettait éventuellement de gagner une année supplémentaire pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire par la suite. Et il s'est avéré en fait que pendant cette année, j'ai détesté la science politique. Et en plus de ça, j'étais nul. Et le droit, je sais pas, il y avait un intérêt à la fois intellectuel, en fait, où je découvrais une matière donc on était tous au même niveau finalement. La méthodologie, où c'était très carré, on fait notre introduction, notre plan en 2 parties, 2 sous-parties, ça t'a plu? pas de conclusion. Et ça m'a beaucoup plu en fait, parce que finalement, bon, c'est simple en fait. Et d'autant plus qu'après, sur le point de vue culturel, en fait, on avait les premières années de l'histoire constitutionnelle, les choses comme ça, et vraiment des approches en fait du droit, où ça me permettait de conserver l'intérêt que j'avais pour l'histoire, etc., etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. Quand j'étais justement en première année de droit, où je disais je fais du droit, ah tu veux devenir avocat, j'étais là mais pas du tout en fait, c'est pas envisageable pour moi. Apprendre le code civil par cœur, c'est hors de question, etc., etc., parce que c'est encore des préconçus qu'on pouvait avoir à l'époque. Et bon an mal an, j'ai continué mon cursus, mais donc directement après la première année, j'ai arrêté la science politique. Voilà, je me suis dit, je me concentre sur le droit. Et surtout, j'ai fait des choix, j'allais dire, stratégiques, mais pas pour le droit, plus pour une autre chose que je voulais faire, je savais que je voulais partir en Italie, partir étudier en Italie. Pourquoi tu voulais partir étudier en Italie? En fait, j'avais appris l'italien au lycée en 3e langue, et je sais pas trop pourquoi, j'ai eu un attrait pour cette langue, la culture, etc., etc. Et je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je veux faire, je ferai tout ce qu'il faut pour partir en Italie. Et donc je m'étais évidemment renseigné sur tous les échanges qui existaient, et notamment il y avait Milan qui m'intéressait particulièrement, sauf que Milan, la seule université pas loin de chez moi qui l'a proposé, c'était Saint-Étienne. Et je savais aussi qu'il y avait moins d'étudiants qui étaient intéressés pour partir à l'étranger à Saint-Étienne. Donc moins d'étudiants intéressés, ça voulait dire plus de chances pour moi. Donc j'ai fait ce choix de partir sur Saint-Étienne en 2e année, que du droit. Alors là, ça a été du droit administratif, hein, tu connais ça, où l'année, soi-disant, assez terrible pour les étudiants. Bon, j'ai pas eu un attrait particulier pour le droit administratif, mais ça passait. Puis t'étais lancé, donc. Voilà, j'étais lancé, et encore une fois, voilà, j'avais en tête, il faut que je sois bon pour avoir les meilleurs résultats pour pouvoir partir. Bon. Mes résultats étaient corrects, ils étaient pas mirobolants, mais ils étaient corrects. Et de toute façon, c'est vrai que j'étais le seul à vouloir partir en Italie, donc bingo, jackpot. Voilà. Milan. 2e année, c'était écrit, j'allais partir à Milan. Bon, alors évidemment, il y a toujours ce petit stress en disant, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie, etc., parce que tout le monde est en train de faire des paris en disant, ok, l'année prochaine, c'est un peu celle qui met en place pour choisir les masters, etc., etc. Et moi, finalement, j'étais toujours là en train de me dire, de toute façon, je fais du droit, mais un peu par hasard. Ça marche bien et ça me plaît, tant mieux. Mais pour faire quoi après, je sais pas. Donc, autant partir en Italie tant que je peux. Et allons-y. Et donc, me voilà parti pour une année entière en 3e année, donc à Milan, en Erasmus. Alors, avec tout aussi l'imaginaire qu'on peut se faire d'Erasmus. C'était pas l'auberge espagnole non plus. Il y a eu du boulot. Mais c'est vrai que à la fois la méthodologie italienne est très favorable pour les étudiants étrangers, parce que finalement on a des examens oraux, et ces examens-là sont préparés sur le cours évidemment, mais aussi sur des livres. Donc
au début, quand on maîtrise difficilement la langue, en fait, on arrive quand même toujours à se rattraper avec les livres, avec l'écrit, et à l'oral, ensuite, on arrive peut-être plus facilement, à mon avis, à énoncer ce qu'on veut dire plutôt que de réfléchir à la forme, au fond, etc., etc. Ouais. Donc, ce qui fait que ça a été une année incroyable, non seulement sur le plan personnel et sur le plan universitaire. Je me suis dit bingo, j'ai validé mon année en italien, qui plus est. Donc je ressortais vraiment grandi de cette expérience. Mais encore une fois, ça m'a juste convaincu dans l'idée que je vais faire quelque chose avec l'Italie, avec le droit. On va voir. Avocat, c'est non. De toute façon. Et je me suis retrouvé du coup à devoir choisir un master 1 où j'avais juste comme idée, ok, je vais faire du droit du coup, et j'aime l'international. Bon, et je pensais être un peu unique dans mon genre à l'époque. Voilà, je me suis dit, t'es un génie. Unique, t'as aimé l'international. C'est ça, faisons du droit international. C'est génial. Il y a vraiment personne sur le marché. Exactement. Et parce que encore une fois, voilà, vu que je m'étais pas du tout renseigné en fait sur ce qui existait, etc. Je me suis dit, ok, construisons ça, voyons voir. Et là, il y a beaucoup de masters en droit international, mais peu de villes qui finalement m'attiraient puisque je connaissais Lyon, mais il y avait Paris. Et finalement, je me suis dit bon, j'ai fait Paris, Saint-Étienne, Milan. C'est un peu bizarre de faire une année universitaire, chaque année universitaire une ville différente, en fait. Mais pourquoi pas? En fait, je m'en suis bien sorti jusque-là, tentons le coup. Donc, et j'ai postulé à Paris. En vérité, j'ai postulé un peu en me disant bon, ça marchera pas, mais j'aurais essayé. Parce qu'en plus, j'ai postulé à la Sorbonne. Alors quand tu viens en toute innocence. Non mais en toute innocence, je savais ce que ça représentait pour moi, dans le milieu universitaire. Mais c'était un peu une bouteille à la mer dans le sens où bon, au pire ils me disent non, c'est pas grave. Et coup de bol, j'ai été pris. Alors le Saint Graal, soi-disant, la Sorbonne. J'étais très content, évidemment, d'avoir été reçu. Avec le recul, je redescends un petit peu. Je sais que finalement, bon, plus qu'une autre, oui, internationalement parlant, elle rayonne, mais ça reste une université comme une autre finalement. Enfin voilà, c'est juste que oui, en effet, j'étais content de pouvoir me dire, parce que je raisonnais quand même en termes de CV, même si je raisonnais pas en termes de plan de carrière précis. Sur le CV, je me suis dit, ça marchera bien. Voilà. Ouais, puis il y a quand même un peu un mythe, encore plus en province, de dire, tu vois, les facs parisiennes. Tout à fait. Et d'ailleurs, Paris entretient tout à fait ce mythe de dire que les formations parisiennes sont un peu le Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle en fait finalement qu'une fois que je suis arrivé à Paris, en fait, on me dit Paris 1, c'est pas Paris 2 quand même. Alors que pour moi, en fait, la rivalité Paris 1, Paris 2, mais me dépassait totalement. Oui, moi aussi, je l'ai découverte en arrivant à Paris. Ouais. C'est ça. Et alors que tout comme il existe à Lyon 2, Lyon 3, etc., finalement, en fait, je m'en fous profondément de ces rivalités. Donc c'est le genre de critères qui me parle pas trop, et donc c'est pour ça, bon, je suis arrivé à Paris 1, et finalement, j'ai eu un certain choc, finalement, parce que non seulement, je pense, j'avais ce qu'on appelle la dépression post-Erasmus, où finalement c'était sympa, mais c'était pas Erasmus, c'était pas Milan, l'Italie me manquait, etc., etc. Et puis finalement, en fait, donc de me rendre compte que en Italie, j'étais le petit français de la classe, où je pouvais apporter un petit plus, où si je comprenais pas, c'est normal, c'est pas ma langue, etc., etc. Là, je me retrouve en droit international avec, on va dire, 80% d'élèves qui ont le même parcours que moi. Ils sont partis en Erasmus, ils voulaient faire du droit, ils sont du droit international. Donc voilà, première déjà désillusion, finalement, bon, je suis pas unique. Et au-delà de ça, je suis pas unique, mais en plus de ça, il va falloir vraiment que je m'accroche, parce que les professeurs nous ont très bien fait comprendre que le marché du travail était compliqué, et que ils nous ont dit, regardez vos camarades, vous en comptez 10, il y en a 2 sur les 10 qui auront un master 2. Donc voilà, arriver là et se dire pourquoi? En fait, je suis pas de nature en fait où je vais me battre à fond pour écraser les autres, pour ressortir en fait. Et je pense que ouais, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien en fait. Et finalement, en faisant ça, ils ont instillé une sorte de concurrence, mais vraiment d'ambiance pourrie en fait. Et donc c'est pas, je garde un souvenir un peu désabusé finalement de ma première année. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait des rencontres très intéressantes, je suis arrivé à Paris et j'y suis resté, donc j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment cette ambiance où non seulement j'étais un peu démotivé, parce que je me suis dit clairement je me battrai pas. Je me battrai pas pour écraser les autres, pour avoir un master 2. Ça n'a aucun sens. Et finalement, voilà, l'histoire a montré que tout le monde, enfin la grande majorité ont eu un master 2 malgré ce qu'on disait. C'est juste que
en effet, peut-être que pour les professeurs de l'époque, c'était peut-être pas les Master 2 les plus éclatants, si je puis dire, ou ceux qui avaient de valeur à leurs yeux. Parce que à leurs yeux, c'était uniquement les masters spécialisés en recherche, etc. Bon, et moi, je savais qu'au-delà du Master 2, je voulais commencer à travailler. Mais toujours pas avocat. Ouais, toujours, tu disais. Toujours, et donc, tu pensais à quoi? À des organisations internationales? En fait, voilà, j'étais parti dans l'idée de passer des concours de la fonction publique. Soit concours de la fonction publique française ou alors internationale, mais en sachant très bien qu'avec mon petit statut de français, ça va être compliqué. En ne maîtrisant pas une langue rare, puisque l'italien est loin d'être une langue rare, ça allait pas suffire. Donc c'est pour ça que je me disais, je peux trouver quelque chose toujours en lien avec l'Italie, parce que voilà, c'était toujours très présent, etc., etc. Et je savais, voilà, juste que je ne savais pas quoi, mais je me suis dit, attention, c'est bon, il y a encore les stages qui vont arriver, je vais commencer à avoir une certaine... Donc pas d'inquiétude, quoi. Si, j'étais très inquiet, mais je me disais, j'ai encore le temps. Donc c'est pour ça, en fait, c'était un peu, chaque jour suffit à peine. Ok, on les prend étape par étape. Bon, en Master 1, j'ai essayé d'avoir des stages pour pouvoir intégrer le meilleur Master 2 possible, etc. Ça ne marchait pas, personne ne voulait de quelqu'un en Master 1, etc., etc. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je travaillais les étés pour pouvoir financer mon année, donc finalement, et puis ça me permettait de retourner chez moi en Auvergne. Donc, tout le monde était content finalement. Je me rendais compte que même si c'était pas ce que j'avais voulu sur le papier, la réalité finalement était pas si mal et ça me convenait. Donc voilà, donc je me suis pas battu et me voilà à postuler pour des Master 2. Et alors là, ça a été le grand branle-bas de combat, quoi. J'ai dû ratisser très large. J'étais tellement désespéré que j'ai été même jusqu'à postuler en droit de l'aérospatiale. Et évidemment, aux entretiens, je me suis fait démonter parce que ils ont vu que bon, j'avais un intérêt, certes, d'avoir un Master 2, mais pas pour la matière en elle-même. Et c'est pour ça. Et je me suis vraiment posé la question. En fait, vu que j'aime bien depuis le début, en fait, finalement, je me suis retrouvé en droit et ça m'a plu, en fait. J'aime apprendre. Chaque année, évidemment, tu découvres de nouvelles matières qui t'intéressent plus ou moins. Évidemment, le droit fiscal, je savais très bien que c'était non. La procédure, par chance, et c'était un peu un calcul avec Erasmus, où tout le monde disait que c'était une matière horrible, etc., etc. Je l'ai évité. Procédure pénale, procédure civile. J'ai laissé tout ça de côté, j'ai fait mon parcours et voilà. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à postuler en droit économique de l'Union européenne, qui était à l'époque une matière assez appréciée par les cabinets et qui était vendeur. Voilà, sur le marché du travail, c'est assez vendeur. Donc me voilà dans ce master professionnel avec droit de l'Union européenne que j'avais fait en Italie. Donc ça me rappelait des bons souvenirs, etc., etc. Mais finalement, bon, ça conservait le côté un peu international que je voulais et le côté juridique. Donc finalement, j'étais toujours content. Bon. Très bonne promotion, où on s'est tous très bien entendus. Tu l'as fait où, ton master de droit de l'Union européenne? À Paris 1. Toujours à Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se passait bien plus sur le côté humain, en fait, parce que j'appréciais beaucoup la promotion qu'on était, que pour les matières où finalement c'était sympa, mais bon, voilà. Et à la fin de ce Master 2, il fallait faire un stage. Bon, alors là, je me suis dit, ça suffit. Il faut quand même que tu saches si avocat c'est pas ce que tu veux faire, parce qu'évidemment à la fin du Master 2, la moitié de la promotion, c'est le concours d'avocat. Alors que moi je m'étais pas du tout inscrit puisque je ne voulais pas faire ça. Mon premier stage a été en administration, puisque ça s'est fait comme ça, j'ai eu cette possibilité. C'était au service du Premier ministre sur les questions européennes, où je suis resté 2 mois, les 2 mois d'été, je devais être en remplacement de quelqu'un. Bon voilà, mais ça s'est très bien passé puisque je voulais voir l'administration ce que c'était. J'ai vu. Et j'ai apprécié ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais. Vraiment pas. Est-ce que la lenteur administrative, le côté où... alors je pense que ça, malheureusement, c'était inhérent à tous les stages avec le recul, mais vraiment, je me suis dit, de toute façon, en fait, la fin du projet, c'est dans 3 ans, en fait. On verra jamais la suite. Et oui, voilà, c'est vrai, tous ces rouages qui font perdre du temps, qui sont pas très efficaces. Aussi cette hiérarchie, évidemment, voilà, qu'il fallait respecter. C'est normal de respecter la hiérarchie, hein, mais beaucoup trop d'échelons. Donc, j'étais très content de cette expérience, mais j'avais trouvé, juste avant de partir dans ce stage-là, ce que je pensais être mon saint Graal, justement, voilà, un stage dans un cabinet qui faisait un peu de relations franco-italiennes. Donc, parfait. Et ce stage m'avait été, le contact m'avait été donné par une ancienne étudiante de mon master 2, en fait, qui était italienne, et que j'avais contacté pour lui dire, bon, j'aimerais faire ça, et tu vois, elle m'a dit, dans ce cabinet où j'ai fait mon stage,
Ils font des affaires franco-italiennes, un peu, voilà. Ça pourrait te plaire. Donc j'ai postulé. Et j'ai été pris au départ pour 2 mois. Et donc, totale découverte. Donc, j'arrive en septembre 2013 dans ce cabinet. Et au bout de la première semaine, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas ça. Je me suis totalement planté. Toutes ces années de droit, en fait, pour te rendre compte qu'en fait, tu peux pas faire avocat. Pourquoi tu t'es dit ça? Parce que, alors, je pense qu'avec le recul, c'était plutôt en termes de structure, enfin de la structure en elle-même. C'était pas tant le boulot, mais c'est juste que je me suis retrouvé avec 2 autres stagiaires qui avaient l'air très, très sérieux. Et je me suis dit, ouf, on va pas rigoler. Voilà. Même si évidemment, je suis pas venu en stage pour rigoler, mais je me suis dit, l'ambiance avait pas l'air incroyable. Et les associés du cabinet, je sais pas. Au tout début, en fait, ça a été assez froid, en fait, et ça a mis une sorte de barrière, en fait, où je me suis dit, je suis pas à ma place. Voilà, vraiment, je me sentis pas à ma place. Et puis, petit à petit, voilà, les contacts sont noués avec les collaborateurs, les associés. Je me suis rendu compte que dans les recherches qu'on me donnait, j'appréciais ça. Il y avait une partie toujours un peu de tâches ingrates, il y a toujours les photocopies, les scans, le secrétariat, mais qui fait partie finalement de la vie du cabinet. Et c'était un petit cabinet avec 2 associés, 2 collaborateurs et les stagiaires. Et finalement, en fait, petit à petit, il y a eu une sorte de déclic en fait, où je me suis dit, c'est vraiment cool. Et j'ai eu la possibilité donc de prolonger de 2 mois supplémentaires. Donc j'ai accepté. Non seulement parce que eux avaient besoin de stagiaires, et d'autant plus que moi ça me plaisait et je voulais aller un peu au-delà de cette première impression. Et petit à petit, donc notamment la collaboratrice du cabinet a vraiment pris le temps en fait finalement de m'expliquer. J'avais jamais touché la procédure civile en fait en théorie, et là je me retrouvais dans un cabinet qui fait du contentieux, donc, qui est le quotidien de cabinet en fait, qui pratique quotidiennement la procédure, je veux dire. Et en fait, elle prenait le temps de m'expliquer pourquoi on fait ça. Parce que le texte, le code dit ça. Et on fait comme ça. Et alors attention à ça, attention à ça, attention à ça. Et en fait, ça s'est un peu illuminé pour moi. Je fais, ouais, c'est fou, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et la matière est passionnante. Et finalement, ce que j'avais jamais étudié, je l'ai d'abord vu sous le prisme de la pratique. Et du coup, donc, arrive fin décembre. Et là, j'avais le choix entre soit recommencer sur un nouveau stage de 6 mois. J'avais très envie de ça, pour découvrir une entreprise, par exemple. Mais je me suis dit, quand même, ça serait dommage de s'arrêter, de m'arrêter là. Faut que je continue. Donc, j'ai demandé à mon maître de stage s'il était d'accord pour que je reste. Il m'a dit OK. Eux, évidemment, ils préféraient avoir quelqu'un qui connaissait déjà la structure, voilà. Je suppose qu'ils étaient contents de mon travail, voilà, sinon ils m'auraient pas gardé. Et donc ça a été reparti pour 6 mois supplémentaires, donc ce qui fait que j'ai pu rester environ 10 mois dans le même cabinet. Donc non seulement j'apprenais tout le temps, mais en plus je pouvais suivre les dossiers du début, pas forcément jusqu'à la fin, mais sur une plus longue période que 3 ou 6 mois en fait. Et donc en restant plus longtemps, j'ai aussi eu leur confiance, ce qui fait qu'ils me laissaient plus de liberté, plus d'autonomie. C'est devenu un peu plus fun? C'est complètement devenu plus fun. Oui, parce que du coup, cette barrière finalement que je sentais est un peu tombée. Finalement, j'ai appris, on a appris à se connaître et à rigoler et voilà. Et d'ailleurs, je les côtoie toujours actuellement et c'est très très cool. Tout au long de mes études, du CRFPA, de mes stages, etc. On est resté en contact et je vois toujours régulièrement les collaboratrices de ce cabinet et c'est chaque fois un plaisir en fait, parce que j'ai l'impression finalement que c'est elles qui m'ont donné envie de faire ce métier et j'ai grandi un peu grâce à elle, voilà. Donc là tu as 10 mois dans ce cabinet. Voilà, c'est ça. Et ensuite tu décides de passer le CRFPA. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, là ça t'a plu, tu t'es dit exactement. Être avocat en fait si. En fait, je m'étais inscrit du coup vraiment pour avoir les conventions de stage en fait à l'IEJ, simple. Je me dis OK, je suis en stage dans un cabinet d'avocat, je vais m'inscrire à l'IEJ pour avoir la convention et éventuellement passer le CRFPA. C'était encore une fois pas au programme, mais pourquoi pas. Et en fait, c'est donc pendant le printemps 2014 où je les avais accompagnés dans des plaidoiries, etc., etc. Et vraiment, à un moment donné, j'ai dû faire une sorte de mini plaidoirie, mais c'est même pas une plaidoirie, quoi. J'ai juste dû demander un renvoi, je pense. Ça devait être quelque chose de cet ordre-là à l'époque, parce qu'aucun avocat était disponible. Bon, bref. Alors j'étais là tout tremblant, arrivé devant le juge, presque à m'excuser d'être là, etc. Oui, j'ai pas de robe, mais parce que je suis pas avocat, mais je viens juste demander un renvoi. Bon, c'était à peu près ça ma prestation. Mais je suis ressorti de là et je me suis dit, c'est incroyable, c'est ça que je veux faire.
évidemment, je suppose que il y avait eu un petit chemin dans ma tête qui s'était fait avant parce que on peut pas changer du tout comme ça. Mais j'avais découvert non seulement l'attrait de la profession, mais en plus, ça m'avait fait quelque chose en fait. Voilà, je m'étais dit, c'est ça. J'ai eu cette sorte d'illumination qui me manquait. Et donc, go pour le CRFPA, qui bizarrement n'a pas été la période la pire de ma vie. Parce que tout simplement, en fait, j'avais 2 amis de mon master 2 en fait qui le passaient avec moi et ça a tout changé en fait. Je pense que si au final je l'ai eu, c'est aussi grâce à elle parce que ça m'embêtait fortement de devoir me lever les samedis matins à la prépa quand tout le monde était à la plage pour aller faire une foutue note de synthèse que je ne réussissais pas d'ailleurs. Et mine de rien, le fait d'être avec des gens que tu connais et qui sont bienveillantes, en fait, ça va me dire, bon, ok, on y va, mais comme ça, après, on va boire une bière. Comme ça, on joint l'utile et l'agréable, etc. Et par une chance assez incroyable, on va pas se mentir, hein, j'ai eu les écrits. J'ai eu des notes pourries en notes de synthèse, que j'ai jamais compris l'exercice et je comprendrai jamais, je crois, en obligation et en matière de spécialité. Mais il y a une chose qui m'a sauvé, c'est la procédure. J'ai été sauvé par la procédure, où pour moi, ça avait été, je sais pas, c'était naturel pour moi. Et je voyais très bien que ceux qui avaient galéré à la prépa étaient ceux qui n'avaient pas forcément fait de stage en cabinet, en fait. Ça me rassurait, finalement, en fait, de me dire, ok, j'ai ça, je vais tout mettre sur la procédure. Bon, et le RGO qui m'a aussi évité une note désastreuse en obligation. Mais voilà, bon, toujours est-il que je m'en suis sorti, bon an, mal an, aux écrits. Et voilà les euros. Et me voilà admis à l'EFB. À l'école, ouais. Et là, stage PPI. Exactement. Mais tu alors, as fait alors j'ai fait d'abord mon stage final. Ouais. Et ensuite mon stage PPI. Je dois dire le. Bah, comme tu veux. Tu peux dire le nom du cabinet. En fait, le fait est que par rapport à tous ceux qui avaient justement voilà leur vision très précise de ce qu'ils voulaient, qui avaient déjà donc à peine eu le CRFPA admis à l'EFB. Ok, donc dans 6 mois je fais ça. Moi j'arrivais, j'étais parti en vacances en fait, en me disant de toute façon je sais même pas si je vais l'avoir, je vais pas me prendre la tête à savoir où je vais aller alors que peut-être que je serais pas pris. Et déjà en fait je voulais, donc il me manquait une carte en fait, il me manquait une case à cocher. Il me manquait la case entreprise. J'étais là, je peux pas faire mon choix. Mais du coup, ton cabinet, tu l'avais déjà? Non, j'avais okay. rien. Donc, j'avais rien du tout. Donc me voilà en fin d'année 2014 à me dire, j'ai rien du tout, je rentre à l'EFB, déjà. Mais j'avais besoin d'argent, parce que je voulais être un petit peu indépendant, ça commençait à faire un petit moment. Et je me suis dit, il faut que je fasse une alternance. Une alternance dans une entreprise. Et l'offre s'est présentée, mais vraiment tombée du ciel, à 2 pas de l'EFB, qui me proposait de faire les matins à l'EFB, l'après-midi en alternance dans cette entreprise. En droit de la concurrence. Bon, je me suis dit, c'est quand même ma spécialité. J'aime ça, pas trop, mais ça remplit mes besoins. Ça remplit mes besoins et surtout, à voir. Peut-être qu'en pratique, je trouve ça passionnant. Et donc me voilà parti pour 6 mois. Alors très bien. Franchement, bon, le FB, c'est la mode de cracher sur le FB, donc je dirais rien, mais le FB quoi. Voilà. Et le stage, en fait, très bien passé. Mais pareil sur la structure, j'étais là. L'entreprise, c'est sympa, mais par rapport au cabinet que j'ai connu, ça reste plus lent, ça reste plusieurs validations et les sujets sont moins, je sais pas. Et de toute façon, en fait, je faisais pas du tout de procédure, en fait. Et ça, je me suis rendu compte que ça m'a manqué. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est sur la bonne voie, c'est bien, puisque l'école d'avocat est quand même censée former à être avocat. Et je paniquais pas spécialement pour mes stages, sauf que vu que j'étais en section alternance à l'EFB, je me suis retrouvé avec tous les élèves avocats qui eux avaient une alternance dans un cabinet. Et je les entendais en fait parfois le matin en disant ouais, hier soir j'ai fini à 4h du matin, 3h du matin, machin, avec une sorte de satisfaction. Je sais pas si c'était un air qui se donnait, s'il l'avait vraiment fait. Et en fait, je les regardais comme ça avec un air un peu moitié pitié, moitié triste en fait, en disant mais tu devrais pas être fier en fait enfin je comprends que tu sois fier parce que tu l'as fait, tu t'es dépassé, etc., mais il y avait un côté un peu malsain en fait, et je me suis dit bon, je sais pas en fait, et j'ai fait bon, ok, le seul moyen de savoir c'est de faire ta propre expérience. Arrive le forum le forum des collaborateurs, des stages, du coup c'était le forum des stages, je crois, avec tous les plus grands cabinets sur la place, etc., etc. Je voulais même pas y aller.
en me disant c'est pas ça que je cherche. Je sais que c'est pas un gros cabinet qui va me stimuler. Bon, par acquis de conscience, je me suis dit quand même, franchement, t'es là, donne 2-3 CV, serre 2-3 mains et ça ira. J'ai dû donner en tout et pour tout 3 CV. Vraiment, ça m'a dégoûté très rapidement, en fait. Donc, je suis parti en me disant, bon, quand même, par contre, c'est pas tout, mais ça m'a foutu un peu la pression. J'ai toujours pas de stage, ni de PPI, ni de stage final pour dans, respectivement, 3 et 9 mois. Et là, la pression a commencé à monter. Ça faisait un petit peu son chemin et je me suis dit, je sais même pas dans quel cabinet, je sais même pas dans quelle spécialité, etc., etc. Et là, un appel survient. Oui, bonjour. Donc, c'était un grand cabinet américain. Donc un des trois auxquels j'avais filé mon CV, qui me proposait un stage, parce que voilà, j'ai passé l'entretien, du coup, encore une fois, par acquis de conscience, je savais pas trop si je voulais y aller, mais je me dis, c'est une offre que je peux pas refuser, voilà, j'y vais, je regarde. Le feeling s'est très bien passé avec les personnes, assez jeunes, dynamiques, etc., etc. Bon, en même temps, en général, je pense qu'on essaie toujours de donner une bonne impression en entretien. Et je me suis dit, bon, c'est un gros cabinet qui me propose un stage de 6 mois. Alors oui, de juillet à décembre. Donc normalement, c'est de janvier à juin. Très bien payé. En concurrence. Bon, clairement, c'est le moment ou jamais de savoir. C'est marrant parce que quand même, jusqu'à maintenant, avoir de la concurrence, bon, t'avais pas... Oui, mais je savais pas si c'était l'entreprise ou la matière. Ouais. En fait. Et je me suis dit, bon, là, je vais pouvoir, en un seul stage, cocher gros cab et droit à la concurrence. Je vais pouvoir savoir. Tu vas pouvoir te faire une idée sur 2 choses. C'est exactement. En fait, c'est assez bizarre, mais c'est comme si j'avais eu des cases à cocher et qu'il fallait que j'en coche le plus possible pour pouvoir in fine faire le choix le plus éclairé possible. Je sais pas si c'était la bonne stratégie, hein, mais parce que de toute façon, je pense que mon parcours en général est totalement chaotique. Enfin, ça n'a aucune cohérence. Bah, bon, il a la cohérence qui t'a plu, quoi. Il a ma cohérence à moi. C'est ça. En fait, j'étais comment dire, mu par la volonté de faire quelque chose en droit franco-italien. Mais clairement, je me suis rapidement rendu compte que sur le stage, c'était très fermé. Ils voulaient soit des étudiants italiens, soit des personnes, voilà, des doubles diplômes, ce que je n'avais pas. Donc, j'ai rapidement laissé tomber. Je me suis dit, bon, il faut que je sache si le droit de la concurrence ça me plaît ou pas, histoire de pouvoir cocher mes cases. J'y suis allé, mort de peur parce que j'avais entendu dire tout et n'importe quoi sur ce cabinet et sur les gros cabinets en général, que j'allais finir à 3 heures du matin, que j'allais pas avoir de vie, ceci, cela, et beaucoup ma vie j'y tiens en fait. C'est ça aussi, c'est le fait et qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas prêt à renoncer, pour lesquelles je crois que je tiens ma punchline de l'épisode. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas prêt à renoncer. Et ma vie sociale, ma vie familiale, en fait, en fait partie, notamment. Donc bon, j'y allais avec beaucoup d'appréhension. Et là, donc premier rendez-vous avec tous les autres co-stagiaires, on devait être une vingtaine. Et c'était assez drôle parce que je me suis dit, on est tous des copier-coller, quoi. On est tous là comme ça, les garçons, avec notre petit costume, notre petite cravate, nos cheveux bien peignés, rien qui dépassait. Les filles, soit en tailleur, soit avec un chemisier, voilà, les cheveux bien attachés, etc. Et je me suis dit, je vais pas rigoler, quoi. Encore pareil. Je me suis vraiment dit, je vais pas rigoler, quoi. Et on me présente donc ma co-stagiaire, puisqu'on était 2 par département. Et là, j'ai fait, non, je vais vraiment pas rigoler. Une nana un peu froide, qui regardait au loin, et je me suis dit, elle va me bouffer, mais en 2-2. Je vais me faire piétiner. La vente religieuse. C'est un peu ça, ouais. Et en plus, on se retrouve dans un pool stagiaire. Donc, imagine-toi un open space. En plus, on était ouvert sur le couloir de 8 personnes. Bon, je me suis dit, on verra. Voilà, j'ai jamais eu de problème vraiment relationnel avec les autres co-stagiaires, mais bon, quand on est, il suffit de mettre un peu d'ambition là-dedans, de secouer un petit peu et les esprits s'échauffent. Bref, j'étais pas là pour ça, voilà, j'étais là pour faire mon expérience et puis basta. Et il s'avère en fait, avec le recul, que ça a été 6 mois mais fabuleux, où j'avais presque envie d'aller travailler pour aller retrouver mes copains de stage. Alors, c'était pas la fiesta non plus, hein, on travaillait, mais déjà il y avait l'été qui était là. Et ensuite, il s'avérait que ma co-stagiaire, dont j'avais peur, s'est révélée être adorable, d'une sympathie extrême. Et en fait, très rapidement, les masques sont tombés, entre guillemets, et je lui ai dit, écoute, je vais être honnête avec toi, je suis pas là pour la collab. Sachant que de toute façon, on était entre juillet et décembre, donc
Ouais. C'était pas la course à la collab en fait. Je me battrais pas pour la collab. Et là, elle me dit très naturellement, ah mais je te rassure, moi non plus. Et alors là, match, parfait. Voilà. Bon, bah écoute, faisons que ça se passe au mieux. Alors voilà, on fait notre taf, mais sans faire du zèle en fait, du zèle excessif finalement, puisque je trouve que ça sert à rien. Et du coup, par rapport aux horaires, à cette vie à laquelle tu tiens, Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. Alors, il y avait du travail, mais les gens ont été très humains et pas du tout comme on pourrait se l'imaginer. Donc, par exemple, j'ai été très content de pouvoir déconstruire ce mythe. En fait, évidemment que ça existe, évidemment que nos co-stagiaires en corporate n'avaient pas du tout le même rythme que nous. Mais c'était quelque chose de sensé, c'est-à-dire que on te faisait pas revenir le dimanche si c'était pas urgentissime, si on n'avait pas besoin de toi. On te faisait pas rester le soir s'il y avait rien à faire en fait. Et d'autant plus que qu'on a été dans cette période-là où l'équipe venait de s'agrandir. Non seulement ils avaient recruté, mais en plus un autre associé était arrivé avec ses collaboratrices. Et alors l'équipe en elle-même de concurrence était très sympathique. Les associés et les collaborateurs était très sympathique, c'est juste que très rapidement je me suis rendu compte que pour la matière en elle-même et pour les tâches en fait, quand je comparais à ce qu'on m'avait donné dans ce petit cabinet généraliste de contentieux où j'étais allé jusqu'à rédiger des conclusions, aller en plaidoirie, etc., là je me retrouvais à remplir un tableau de seuil de concentration dans les pays dont on se servirait potentiellement jamais, à changer dans un document des E en E. Bon, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà. Et même si tout le côté humain à côté, dont j'avais très peur, en fait, se passait très très bien. Donc, au moins, je me suis dit, j'ai coché mes cases, c'est très bien, mais c'est non. Pas de gros cabinet et pas de droit de la concurrence. Voilà. Et donc, venez à trouver mon PPI. À l'heure où certains avaient déjà booké leur PPI depuis plus d'1 an, je me suis dit, ok, back to basics, on revient sur le franco-italien, qui m'avait pas vraiment quitté. Je me suis dit, ok, le PPI, c'est l'occasion d'aller à l'étranger, va en Italie, postule dans des cabinets, etc., etc. Et malheureusement, je me suis heurté à quelque chose que j'avais pas anticipé, c'est que les étudiants italiens, pour devenir avocat, doivent faire un stage en cabinet beaucoup plus long que 6 mois. Et du coup, évidemment que sur le marché, un élève avocat français qui certes parle italien mais connaît pas plus que ça le droit et qui interne, va rester que 6 mois. Qui va rester que 6 mois, c'est pas très vendeur. Et d'autant plus que là-bas, les stagiaires ne sont pas payés. Enfin, souvent, ne sont pas payés. Clairement, je pouvais pas me permettre d'avoir un loyer à Paris, un loyer en Italie, pas être payé pendant 6 mois, et ensuite revenir en me disant, je ne sais pas ce que je vais trouver après. Donc, c'est un peu à contre-cœur que j'ai dû refuser certaines offres, ou alors, tout simplement, on m'avait dit non parce que je ne pouvais rester que 6 mois, et malheureusement, je leur ai dit que je pouvais pas rester plus. Et j'ai accepté une offre en entreprise, à nouveau, une grande entreprise à la Défense, qui avait un département plus ou moins franco-italien. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de filiales en Italie et avait besoin de quelqu'un qui parlait italien. Ok, let's go for it. On tente et on verra. Même si c'était très, très axé droit des sociétés. Bon, pas de bol, droit des sociétés. J'avais loupé la matière en Erasmus, volontairement. Et je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je me mette à niveau. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai utilisé les vacances de Noël pour m'en mettre vite fait à niveau dans le droit des sociétés. Et me voilà dans la direction juridique internationale de cette entreprise, où là aussi, pareil, avec environ 5-6 co-stagiaires, avec qui je me suis très bien entendu. Donc, ça partait bien. Mon maître de stage avec qui je partageais le bureau était fort sympathique. On s'est très bien entendu. Donc, encore une fois, voilà, l'aspect humain était très bien. Sur l'activité en elle-même, c'était bien, c'était sympa. Ça t'a plu le droit des sociétés? Ça m'a beaucoup plu parce que, encore une fois, j'apprenais en fait. Il y avait toujours ce manque en fait de la procédure par contre. Et c'est là où je me suis dit, c'est très bien. Sur le papier, encore une fois, c'est très bien, mais il me manque la procédure. Il me manque le contentieux quoi. Et même si on le gérait un peu à distance parfois devant les juridictions italiennes ou françaises, on était un peu, voilà, c'était pas la même chose. Donc voilà, j'ai fait mon expérience qui s'est très bien passé et je me suis dit ok, c'est bon, c'est fini. Il est temps de chercher une collab. Il est temps de chercher une collab. Pareil, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un peu mis peut-être la tête dans le sable comme les autruches à me dire j'ai encore le temps, je sais pas trop, voilà. Et me voilà arrivé à la fin de mon PPI avec toutes mes cases cochées. Voilà, j'ai fait l'administration, j'ai fait le cabinet, le petit cabinet, le gros cabinet. J'ai fait l'italien, j'ai fait le national. J'ai fait tout ce qui était possible. Maintenant, il faut que je fasse un choix.
Et là, c'était plus compliqué parce que finalement, je me suis dit, bon, bah, clairement, tu sais, donc cabinet petit, moyen, qui fait du droit franco-italien. Bon, à Et Paris, qui fait de la procédure. et qui fait de la procédure, ouais, du contentieux. Sauf qu'à Paris, en fait, des cabinets comme ça, il doit y en avoir 5, 6, en moins d'une dizaine en tout Et cas. le cabinet où tu as fait ton premier stage, ils pouvaient pas te prendre? Non, ils étaient déjà full. Donc, et puis ça avait été clair depuis le départ, et voilà. Donc je savais que là-dessus, il y avait rien à creuser, et c'était clair depuis le départ, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et du coup, donc c'est très bizarre ce sentiment où finalement tu vois l'échéance qui se rapproche avec tous tes amis co-stagiaires que tu as rencontrés qui sont là, j'ai ma collab. Donc évidemment tu te réjouis pour eux, mais plus tu te réjouis pour eux, plus il y a cette petite voix en fait qui dit l'horloge tourne, il faut y aller là, il faut y aller. Et quand tu as épuisé finalement l'aide de motivation que tu pouvais faire, il y en a certains que j'ai presque harcelé en fait, je pense. Il a fallu se rendre à l'évidence en disant bon, tu n'auras pas ton top 10 que tu voulais. C'est pas grave. Et je me suis dit bon, qu'à cela ne tienne, je pars en vacances. On verra à la rentrée. Et je me suis dit voilà, les vacances ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que, encore une fois, on va revenir en arrière, mais est-ce que finalement c'est ça que je veux faire? Bon, la réponse a été oui, c'est évidemment ça que je veux faire, mais peut-être plutôt que de focaliser sur le franco-italien où clairement tu vois que c'est une impasse, ouvre, tu sais pas. Et là passe donc je passais des journées dès que je suis rentré sur Village de la Justice, sachant que j'en avais quand même profité pour m'inscrire à la fac pour faire une licence d'italien. Je me suis dit bon, autant que ça serve, je sais pas pendant combien de temps je vais être en recherche de stage. Vas-y, lance-toi, valide une licence d'italien pour au moins avoir ça sur... toujours pareil, avoir une licence sur ton CV, c'est toujours bien d'attester un acquis, même si c'était plus pour le kiff, finalement, que pour avoir quelque chose. Bon. Sachant que les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a permis en fait de voir que les études de droit sont très différentes, que ce soit en ambiance, en demande, finalement, en implication, que les autres études de lettres, par exemple. Sans dénigrer quoi que ce soit, hein, mais on sent quand même à la fois en termes d'ambition et de prérequis en fait que la fac de droit c'est très cadré, c'est très structuré, etc. Et finalement, je pense que les petits soldats qu'on devient à la sortie de l'EFB, prêts à accepter beaucoup de choses, ça date de très longtemps en fait. Ah ouais, j'en suis persuadée. Finalement. Aussi. C'est vraiment une culture qui est créée très tôt de compétition, c'est totalement de scarcité, je sais pas si ça existe en français, scarcité, de manque, ouais. Tu vois. Ouais, carrément. Donc pour que c'était très intéressant. Enfin, je trouve ça drôle quand même parce que t'as vraiment ce réflexe. J'ai l'impression à chacune de tes expériences depuis hyper tôt, c'est un peu bon, on verra. Et puis au pire, c'est pas grave, il y aura autre chose. C'est exactement ça. C'est un peu. C'est finalement en fait se dire. T'es hyper optimiste, non, dans la vie? Je l'étais. Je pense. Et que maintenant l'Amazonie brûle et je ne le suis plus. C'est exactement ça, tout fout le camp. Non, mais en fait, je me disais de toute façon que c'était que des expériences de 6 mois, donc c'est important, certes, mais je peux toujours revenir en arrière en fait. Et vraiment, j'étais obnubilé par. Oui, tu t'es jamais senti coincé quoi. Tu t'es toujours senti libre. Exactement. Et tu t'es toujours dit que t'allais y avoir qu'il y aurait des trucs pour rebondir et que ça allait bien se passer quoi. C'est ça. C'est ça. Alors que ça allait bien se passer, je savais pas, mais je me disais. Bon, non, mais t'avais quand même, tu donnes l'impression d'avoir confiance parce que tu pars en vacances, tu reviens, tu dis bon, au pire, j'apprends l'italien en attendant. Alors, je suis parti en vacances plutôt parce que je me suis dit que de toute façon, en août, j'allais pas avoir l'offre tant attendue de toute façon, et c'était un peu c'était un projet que j'avais avec mon frère et ma soeur de partir non, mais ensemble. Quand même, c'est cool quoi. Voilà. Oui, non, franchement, je regrette absolument pas. Je pense qu'il y a vraiment clairement des personnes qui n'auraient pas été capables de partir. J'avoue, je me suis un peu fait violence. Hein. Pour le coup, ça a été très dur au début de prendre les billets en disant ouais, mais imagine que, etc. Et en fait, je me suis dit clairement, si jamais je trouve un cabinet qui m'oblige à venir un 15 août ou un 16 août, voilà, pour commencer mon boulot alors que j'ai déjà pris mes billets et que c'était prévisible, etc., c'est que peut-être finalement c'est pas le cabinet qu'il me faut. Donc finalement, voilà, j'essaie de rationaliser un petit peu comme ça. Et voilà. Et donc l'automne s'est passé. Je commençais quand même vraiment à désespérer en me disant est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant? Est-ce que finalement tu passais des entretiens quand même? Oui, je passais des entretiens, mais soit ça aboutissait pas, soit j'avais eu une offre en fait qui était très intéressante, mais pour être totalement transparent en fait c'était en termes de rémunération.
Vous étiez, je crois, au tarif de l'ordre. Enfin, tu sais, il y a le tarif UGA et il y a le tarif de l'ordre. Bref. Et en fait, j'avais fait un peu mes calculs et j'étais là. Enfin, à moins que je développe ma clientèle personnelle immédiatement, ça va être très compliqué. Et je savais très bien que mon but, avant d'être suffisamment confiant pour développer ma clientèle personnelle, c'était de me former moi. Et je me suis dit, en fait, si c'est ça, je préfère autant retourner du côté de Lyon, trouver une collaboration du côté de Lyon. Voilà. Donc c'est vrai. Je me suis dit, cette offre est arrivée très tôt quand même, je crois, pendant l'été. Je voulais pas non plus me précipiter, en fait. Donc et ensuite, pendant l'automne, donc tu vas à la fac d'italien, très bien. Voilà. Tu continues à chercher une collaboration. Je continue à chercher et bon, là vient forcément. Ça débouche sur pas grand chose. Non. Et donc évidemment, déception quoi. Enfin là pour le coup, je me suis dit. C'est pas la dépression, mais clairement, si en décembre j'ai rien, c'est que j'ai merdé quelque part, c'est évident. J'étais toujours dans cette optique d'ouverture un peu de mes prérequis finalement, et là je vois une annonce qui passe, Randy Yalos, c'est là, etc. Je postule, pas de réponse. Bon, ok, tant pis, soit, je continuais. Et quoi, 3 semaines après peut-être, quelque chose comme ça, la même annonce qui revient. Et là, j'ai eu un moment en me disant, écoutez, vous n'avez pas voulu de moi la première fois, tant pis pour vous. Voilà, et je me suis dit franchement, retente, repostule. Parce que j'ai quand même tendance c'est comme ça que j'avais eu finalement mon premier stage, le tout premier franco-italien. Je les avais harcelés, littéralement. J'appelais tous les jours pour avoir l'associé au téléphone, etc. Et de guerre lasse, ils m'ont accepté. Donc je me suis dit, peut-être. Finalement, ça s'est bien passé. Ils m'ont gardé 10 mois. Exactement. Donc on en rigole d'ailleurs toujours, mais je me suis dit, pourquoi pas? Ok, on retente. Et là, le lendemain, j'avais un appel pour dire oui, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, on a loupé votre première candidature, entretien. Voilà. Donc entretien qui se passe. Donc on me dit que voilà, il n'y avait pas du tout de côté franco-italien, mais il y avait au moins 50% en anglais, voilà, puisque l'associé était américain. Voilà, que c'était du contentieux, qu'ils avaient besoin de quelqu'un de polyvalent, qui ait pas peur de s'enfermer, qui ne veuille pas s'enfermer dans une matière, une spécialité, etc. Donc sur le coup, j'étais là, sur le papier, c'est très très bien. Et comme ça arrive souvent dans ces cas-là, au même moment, une autre offre. Avec la deadline, voilà, pour le mercredi, vous devez nous dire si oui ou non, etc., etc. Et cette autre offre? Alors, autre offre, dans un cabinet qui faisait plutôt du conseil que du contentieux, mais avec un associé italien. Le dilemme. Alors là, j'étais là, parce que le feeling avait été le même, les deux s'étaient bien passés. J'avais d'un côté le contentieux, de l'autre côté le côté italien, et là, il me restait 3 heures pour me décider en fait. Alors sachant que dans le cabinet de Randy Yalos, j'avais la réponse oui, je devais donner ma confirmation. Dans l'autre, j'attendais la confirmation de l'associé principal qui était occupé, etc., etc. Je me suis dit bon, je voudrais attendre d'avoir les 2 réponses, comme ça si jamais l'autre me dit non, soit, très bien, je pourrais prendre ma décision en conscience. Et je l'avais toujours pas. Et je me suis dit bon, qu'à cela ne tienne, j'appelle l'autre cabinet, je leur demande où en est ma candidature. Voilà, parce qu'en leur disant que c'est très très urgent. On me répond, on me dit qu'il est en entretien et on m'envoie un peu sur les roses. Et là, je me suis dit bon, c'est un signe. Clairement, d'une part, tu sais pas si tu aurais été pris, et deuxième part, c'est que en fait, la relation de travail, c'est aussi 2 personnes qui ont envie de travailler ensemble, en fait. Si là, je me retrouve à ce niveau-là, en fait, prêt d'être quasiment à 2 doigts d'être collaborateur, et qu'en fait, finalement, quand je demande juste une réponse, finalement, parce que c'est important pour moi, on m'envoie un peu sur la rose en me faisant comprendre que finalement, c'est pas si important que ça. J'ai pris ça comme un signe. Voilà. Soit, très bien, ça me va très bien aussi. Je dis non au côté italien. C'est pas grave, on verra, voilà. Et c'est là où il y a eu en fait finalement ensuite une sorte un glissement en fait, parce que tout le temps j'avais été prêt pour des expériences de 6 mois en me disant en 6 mois que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, que j'aime pas, c'est la fin en fait. Et je me retrouve en fait finalement sur une pente très glissante dont je vois pas la fin. Et c'est là où ça a commencé à me faire un peu peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Le côté en me disant ça y est, maintenant c'est ça ta vie. C'est ça. Tu arrives le premier mois et tu dis ça va être le reste de j'ai plus de comment dire, c'est pas qu'il y a plus de challenge, loin de là, mais
bon, on est là et j'ai plus de porte de sortie en fait. Jusqu'à ce que je décide autrement. Jusqu'à ce que je décide autrement. Mais si je décide autrement, ça voudrait dire qu'il y a eu un problème quelque part, en fait. Et comme tu disais, peut-être cet optimisme de me dire, bon, si ça me plaît pas, c'est pas grave, je peux changer. Là, a un peu disparu en me disant, on y est. Voilà. Et bizarrement, j'ai vu ça de façon un peu, cette collaboration tant attendue, m'a semblé être un carcan, en fait, un peu figé. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Mais par chance, je suis arrivé, donc j'ai été recruté en même temps qu'une autre collaboratrice, et immédiatement, pareil, match immédiat, très bien entendu, et je me suis dit, bon, ça va quand même être fun. Mais c'était fun avec elle. En termes de... Non, mais pas avec les autres? Avec les autres, c'était je les connaissais pas en fait. C'est juste que avec cette collaboratrice, on débarquait tous les deux, on avait les mêmes craintes, les mêmes attentes, etc., etc. Donc tout de suite, ça aide beaucoup à nouer des relations. Les autres étaient pas des intrus, c'était moi l'intrus, mais justement, il y avait une vie de cabinet qui existait. Et moi, je venais d'arriver, j'étais pas du tout dans la situation du stagiaire qui arrive en tant que stagiaire, qui reste dans le même cabinet en tant que collaborateur, qui connaît déjà les gens et qui a fait ses preuves. Là, je devais faire un peu tout. Me familiariser avec les personnes, les dossiers, et en plus de ça, démontrer que j'étais compétent. Parce que finalement, une fois qu'on est embauché par un cabinet qui te connaît pas, tu te dis, ok, faut pas que je me fasse virer en fait, oui, ouais. Tout simplement. Et alors? Et alors, ça a été très dur, honnêtement. Le début a été très dur au point que, franchement, je pense que, pendant 6 premiers mois, je me suis dit, je vais démissionner. Je vais démissionner parce que... Qu'est-ce qui était dur? C'était l'intégration dans l'équipe? C'était fait de passer la marche de stagiaire à collab? C'était... Je pense qu'il y avait d'une part le fait de passer de stagiaire à collab, c'est-à-dire que, ok, maintenant on rigole plus. Maintenant, tu as une responsabilité. Maintenant, ce que tu produis, en fait, ce sera pas forcément relu par un collaborateur. Donc voilà, il y avait cette épée de Damoclès finalement dessus, avec toujours le risque de la sanction. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, tu déçois, tu pars. Le côté social aussi, c'est-à-dire que je m'entendais très bien avec ma collègue, mais qui a démissionné dans les 3 mois suivants. Et je me suis retrouvé tout seul. Pourquoi elle a démissionné? Alors pour le coup, elle a démissionné parce que clairement, je pense que la structure du cabinet lui convenait pas, en fait. Et c'est vrai que le collaborateur qu'on remplaçait était peut-être plus autonome. Et nous, en tant que première collaboration, en fait, on attendait peut-être à être un peu plus cadré. Moi, j'en faisais de mon affaire personnelle parce que je me suis dit j'arrivais à faire un peu ma sauce. J'ai eu des dossiers plus faciles aussi, mais pour elle, ça a été plus dur. Je pense que pour elle, ça a été plus dur, et surtout que voilà, je sais pas, il y avait peut-être ce côté aussi où on nous imposait des choses qui nous semblaient pas normales par rapport à nos expériences précédentes, en fait. Et c'est vrai que moi je pense que j'ai une capacité d'adaptation en fait assez importante, mais c'est vrai que parfois c'est tout bête, mais je sais pas, une façon de rédiger. Une façon je sais pas, de ranger dans les dossiers, une façon de présenter ça, voilà. Alors que c'est des choses tellement personnelles en fait que finalement c'est parfois compliqué. Et après peut-être que aussi il y a le côté humain aussi, c'est-à-dire que ça match ou ça matche pas. Mais en tout cas, elle du coup, elle est partie, et toi ça t'a fait quoi de perdre ton binôme, sachant que après dans le reste de l'équipe c'était pas encore... Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que non seulement je devais reprendre pas tous ces dossiers, mais certains de ces dossiers, alors qu'elle était spécialisée en propriété intellectuelle, qui n'était pas du tout mon domaine. Honnêtement, je suis pas spécialement fan de la matière. Et surtout que je me suis dit, mince, ça y est, je suis tout seul, quoi. Il y avait une autre collaboratrice qui était en télétravail, en fait, à distance, mais c'est pas la même chose, en fait. Et moi qui avais toujours eu l'habitude d'avoir mes co-stagiaires, que ce soit dans le gros cabinet, dans l'entreprise. Et pour toi, c'est important, ça, le côté équipe, et exactement. on a du plaisir à travailler ensemble. C'est ça. Parce qu'en fait, je reste persuadé que, en fait, si tu as beau aimer ton travail, tu n'aimes pas les gens qui t'entourent, en fait, ça reste quand même compliqué. Ouais. Et vice versa. D'ailleurs, tu peux très bien ne pas aimer ton travail, et même si tu adores les gens, ça reste compliqué quand même. L'idée, c'est d'avoir une sorte d'équilibre. C'est vrai que, notamment dans un cabinet, quand t'as pas forcément 36 000 employés, le peu que vous êtes, si jamais vous entendez pas, c'est mort en fait.
parce que finalement, il faut que les informations circulent. Là, c'est pas que vous vous entendiez pas, c'est plus que du coup, elle était pas là, l'autre collaboratrice, et que... Ah oui, après, tout il y à avait fait. l'associé. Ouais. Il y avait l'associé, voilà, mais Et c'est tu surtout disais que... Oui. Pardon, je te coupe, mais tu disais que de toute façon, t'as une grande capacité d'adaptation et que ça t'avait peut-être aidé à... Bah c'est ça. En fait, je pense que c'est dans ma nature, en fait, d'avoir ce côté un peu caméléon où alors, je sais pas, c'est mon caractère, je sais pas, mais où j'arrive, je pense, à me positionner en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Que ce soit, voilà, donc une grande entreprise avec plein de personnes, des N+1, voilà, etc., ou alors un petit cabinet, j'arrive à trouver ma place. T'arrives à comprendre ce qu'on attend de toi et à voir quelle est ta place. Voilà, ou en tout cas, j'essaie. Voilà. Et finalement, une fois que donc ma collègue est partie, donc j'ai eu ce manque en fait, voilà, mais où je me suis dit bon, écoute, de toute façon t'es lancé, accroche-toi, voilà, et j'ai vu une porte de sortie en fait. Je me suis dit bon, tu tentes, tu restes 1 an. Il faut que tu restes 1 an parce que non seulement d'une part c'est pas l'enfer, loin de là. C'est juste une sorte de petit caprice entre guillemets parce que t'as pas ta copine pour jouer et donc du coup tu veux partir. Je me suis dit ça serait dommage. Peut-être profites-en pour justement te faire une expérience, approfondir tes connaissances parce que très rapidement en fait mon associé en fait a montré ce souci en fait de formation. Alors il y a des fois où il était totalement à côté de la plaque et pas du tout pédagogue. C'est rare, voilà, mais c'est comme tout un chacun. Mais très souvent il prend le temps en fait de m'expliquer pourquoi est-ce que j'avais mal fait, pourquoi est-ce que la stratégie était pas la bonne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et j'avoue qu'à la fin de l'année, j'ai vu comment dire, mes capacités en fait multipliées, hein, clairement. T'as vraiment vu ta progression, ouais. Exactement, et surtout je me sentais déjà plus confiant. Aussi confiant qu'on peut l'être au bout de 9 mois d'exercice. Oui, mais en tout cas, t'as été sensible à cette démarche-là de l'associer et ça t'a donné envie de rester, du coup? Et c'est exactement ça. Ouais. Et à la fin de l'année, en fait, je me suis dit, bon, toujours pareil, il n'y a pas de dossier franco-italien comme peut-être je rêverais, mais j'en tire quelque chose en fait, et quelque chose de très positif. Donc en 1 an, voilà, j'avais eu une collaboration avec du contentieux, donc ce que je voulais, où il me faisait suffisamment confiance pour me laisser plaider au bout des premiers mois. J'en demandais pas plus en fait finalement. Et par rapport au côté franco-italien, donc tu continuais ta licence de langue? Oui, alors du coup je l'ai validé au final. Ouais, alors c'était compliqué. Alors clairement, j'allais plus en cours évidemment après. J'essayais de les rattraper par-ci, par-là. J'ai été aux examens. Alors, en gérant entre le cabinet et les examens, c'était compliqué, mais bon, j'ai validé avec une pauvre moyenne de 10 et quelques. Non, voilà. Mais t'as une licence. Mais ce que j'allais dire, c'est que en plus parce que c'était important pour toi, donc bon, il n'y avait pas de dossier franco-italien dans ton cabinet, mais t'as cultivé ça donc en faisant cette licence. Est-ce que tu faisais d'autres choses en parallèle? Je sais pas. Est-ce que t'allais voir à la chambre du commerce et de l'industrie italienne? Est-ce que t'étais dans des associations d'avocats franco-italiens? Enfin, je sais rien, tu vois. Est-ce que t'as essayé de cultiver ça par ailleurs? Alors, la chambre de commerce franco-italienne, j'avais déjà, enfin, je connaissais déjà en cherchant des stages, etc., etc. C'est surtout, il y avait un diplôme, je sais plus exactement ce que c'est. C'est pas du droit franco-italien, mais c'était notion franco-italienne, quelque chose comme ça, voilà, qui m'avait intéressé. Je m'étais renseigné, j'avoue depuis j'ai un peu lâché l'affaire. Et après c'est vrai, je me suis renseigné sur tout ce qui existait en termes d'associations au niveau du barreau. Et j'ai appris qu'il existait une association d'avocats franco-italiens au sein du barreau, mais qui était dormante, parce qu'elle était reprise par personne. Bon, et du coup l'année dernière, j'en ai parlé un peu, du coup avec les contacts de mes confrères franco-italiens que je connais, et ça a été un peu, bon, autour de 2 ou 3 bières, ça a été émis que, voilà, on se mette à la faire revivre. C'est un projet que j'ai toujours, qui malheureusement est toujours à l'état de projet, mais clairement, à terme, j'aimerais beaucoup que ça se concrétise. Donc, tu as fait quand même quelques démarches en parallèle. Enfin, oui. Il y a eu vraiment des démarches actives de ta part pour que cette partie-là, tu n'y renonces pas complètement. Exactement. Sous prétexte que ton cabinet te le donnait pas. Exactement. Et de toute façon, je me dis que, bon, le côté franco-italien, je le maintiens sur le plan personnel, en fait. Je vais régulièrement en Italie, je garde mes contacts avec mes amis italiens. Donc finalement, c'est pas totalement perdu.
c'est vrai que à terme, alors je sais pas dans quelle mesure c'est faisable, dans quelle mesure ça sera concrétisé, mais oui, développer ce côté-là est, à mon avis, pour mon futur, une chose à laquelle penser. Voilà, Ouais. du moins. Et donc, je ferme cette parenthèse. Tu décides de rester dans ce cabinet parce que finalement, tu es bien, que tu apprends et que c'est ce qui est le plus important pour toi. C'est ça. Comment s'est poursuivi après cette décision de rester finalement, puisque tu t'étais donné un an? Ouais, exact. Alors, en fait, comment ça s'est fait, c'est que il y a une stagiaire du cabinet qui est arrivée, qui était très compétente, qui est revenue pour son PPI et son stage final, et qui du coup, là, sera prochainement avocate. Mon associé a pris la décision de la prendre en tant que collaboratrice. Donc, déjà pour moi, voilà, l'équipe agrandissait. Donc ce qui était un bon point. Sur le plan humain, bah, évidemment, en 3 ans maintenant, on a appris à se connaître. Donc tu es toujours dans ce cabinet? Je suis toujours dans ce cabinet. Ah oui. Voilà, c'est le cabinet actuel. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que tu avais changé de Non, cabinet non, pas du tout. entre-temps. Pas du tout. Et finalement, on a appris à se connaître, à s'apprécier, et puis voilà, à connaître nos petites bizarreries ou côté peut-être parfois négatif, voilà, mais ça s'est un peu fait naturellement, si je puis dire. Ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan des dossiers, en fait, j'ai été stimulé par plein de dossiers différents, voilà, qui a nourri un peu mon appétence pour la polyvalence, etc., etc. Et surtout, en fait, il m'a laissé une certaine liberté dans mes dossiers perso. C'est-à-dire que il y avait quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, c'était l'école de défense pénale. Je sais pas pourquoi ça m'attirait. J'avais fait une croix depuis très longtemps sur le droit pénal depuis ma 2e année où j'avais eu une note catastrophique, et je me suis dit bon, c'est clairement pas fait pour moi, et puis de toute façon je veux pas faire avocat. Qu'est-ce que j'irais m'embêter avec le droit pénal? Et c'est ressurgi, toujours pareil avec les avocates collaboratrices que j'avais rencontrées dans mon premier stage, qui le faisaient en fait. Et puis entre-temps, tu avais découvert la procédure, le contentieux, ça t'avait plu, donc ça fait sens, quoi. Exactement. Et surtout que là, il y avait quelque chose en plus, c'est-à-dire que c'est bien beau de finir par signer un contrat, c'est bien beau de défendre une entreprise, d'avoir des dommages d'intérêt, etc., etc. Mais là, il y avait quelque chose en plus, quoi. C'était quelqu'un, en fait, qui finalement, on va lui dire si à la fin de la journée, il va en prison ou pas. Et cette défense pénale, tu t'y es mis dès la première année ou t'as attendu? Non, parce que déjà, voilà, moi, je voulais stabiliser ma situation. Ouais. Et confirmer, toujours pareil, voilà, c'est un peu chaque fois par palier. Et donc à la fin de la première année, je me suis dit bon, tentons l'école de la défense pénale, parce que je sais qu'il faut aussi prendre longtemps à l'avance pour espérer avoir une place. Et coup de chance, première année où j'essaye, je réussis à m'inscrire. Donc on suit les cours, et c'est juste que voilà, il fallait que moi je me mette à niveau en procédure pénale. Donc j'ai dû avaler deux trois trucs de procédure pénale que finalement je fais pas au quotidien. Mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et du coup, tes premiers dossiers. Et du coup, me voilà envoyé soit en garde à vue, soit en comparution immédiate, alors que sur le coup, au début, je me sentais aucune légitimité, en fait, si tu veux. Enfin, non seulement voilà, je fais pas ça depuis très longtemps, mais en plus de ça, par rapport à ceux qui avaient fait leur cursus en procédure pénale, avec leur stage en procédure pénale, moi j'arrivais là en me disant mon Dieu, en fait, je vais trembler plus que le détenu, en fait, parce que je sais pas où je vais. Et finalement, alors, je pense que le fait de pas en avoir fait peut-être de façon académique, si je puis dire, me donne en fait la volonté justement d'approfondir les choses bien. C'est-à-dire que, ok, je vais essayer de rien laisser passer. Du coup, j'essaye d'être attentif à tout. Évidemment, il y a toujours forcément quelques loupés, mais plus ça vient et plus je me sens légitime en fait, parce que finalement il y a des automatismes qui arrivent. Évidemment, la théorie et la pratique, c'est deux choses complètement différentes, et on apprend, oui, finalement un peu sur le tas, quoi. Mais c'est parfois la meilleure façon d'apprendre. Et finalement, en fait, c'est tout bête, hein, mais il y a, à mon avis, une grande partie des commissions d'office où il y a le rôle humain qui est primordial en fait, parce que on est la première personne qu'ils vont voir, qui leur dit, soit qui va leur dire je vous crois, soit qui va se placer, ou au moins qui va se placer de leur côté en fait. Et je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus, alors à la fois philosophique, hein, mais aussi humaine, et ça aide vachement, je trouve, à prendre du recul sur les autres dossiers. C'est terrible, mais quand on a fini une journée de comparution immédiate où on est fatigué, on n'en peut plus,
mine de rien, on se dit, c'était quand même bien. Enfin, alors je sais pas si on peut appeler ça le sens du devoir accompli ou je sais pas, mais on se dit, enfin bon, en tout cas, je me dis, je suis content de l'avoir fait. Ça te fait vibrer. Et quand tu dis que ça t'aide à prendre du recul sur les autres dossiers, c'est dans le sens aussi où tu relativises certaines choses. Exact. Alors sur certains dossiers où je pense sur la vie en général, en fait, parfois on le sait, le métier d'avocat est semé de mauvaise foi. Enfin moi parfois je m'emporte vraiment contre des confrères parce que voilà, en fait on se dit mais pourquoi on se bat en fait, parce que on est face à tant de mauvaise foi que tu peux perdre carrément foi à la fois en l'humanité, en la justice, en la déontologie, en tes confrères, en tout. Et là, en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que en fait, c'est la seule fois, en tout cas de mon expérience, où t'es avec des confrères, mais on est là pour s'entraider. On va pas se foutre sur la gueule, on va juste s'entraider. Et du coup, ça aide à prendre du recul, en fait, dans le sens où sur ta relation avec tes confrères, sur ta relation, sur ta distance avec tes dossiers, voilà, prendre un peu de recul, parce que franchement, il y a des choses pires dans la vie et que finalement se battre pour 3000 balles, alors c'est pas que c'est pas grand chose, hein, c'est toujours quelque chose, mais sur le comment dire, sur l'impact que ça va avoir au final, que tu gagnes, que tu perdes. Et tu trouves que ça a un impact sur ta manière d'exercer dans le civil? Ça n'a pas d'impact sur ma manière d'exercer, par contre ça a un impact sur moi à la fin de la journée. Ouais. Je me vois pas, enfin voilà, j'ai pas ce sentiment, voilà, du chevalier sans peur et sans reproche qui allait défendre la veuve et l'orphelin. Mais il y a ce côté, en fait, juste un simple regard, ou alors juste annoncer à ton client, en fait, que parce qu'il a pas compris ce que le juge venait de dire. Avec mandat de dépôt, sans mandat de dépôt, il sait pas ce que ça. Lui, ce qu'il veut juste savoir, c'est est-ce qu'il va aller en prison, et lui dire oui, mais vous pouvez faire appel, oui, mais c'est aménagé, oui, mais vous partez pas tout de suite, ou voilà, ou alors non, vous rentrez chez vous. Non, mais t'as un vrai sentiment d'utilité, quoi. Il y a un sentiment d'utilité. Et voilà. T'as jamais voulu en faire plus? Alors déjà, tu disais que tu avais une bonne marge de manœuvre pour c'est ça. Voilà, que ton cabinet te laisse assez libre pour tes dossiers perso et tout, donc ça c'est cool. Donc ça c'est très cool. Après, là on va toucher au problème de la légitimité. C'est-à-dire que les gardes à vue, les comparations immédiates, je maîtrise. Un dossier pénal beaucoup plus touchy. Je sais pas si je me sentirais la légitimité et la maturité pour le gérer. Ça me dérangerait absolument pas, j'aimerais beaucoup, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être aussi enfin vis-à-vis de son client, voilà, faut... Et tu te dis pas que tu pourras apprendre sur le tas, je sais pas, non mais enfin après, si, mais je me dis que j'apprendrai sur le tas. Parce que t'as beaucoup appris sur le tas. Exactement. J'ai l'impression que ça a été beaucoup ton modus operandi d'apprentissage, enfin comme pour beaucoup de personnes, mais exactement. T'as beaucoup exercé dans des matières que t'avais pas étudiées finalement. C'est ça, c'est ça. Mais ça me dérangerait pas de faire ça. Mais dans ce cas, si j'avais un confrère qui avait le dossier avec moi, avec lequel je pourrais apprendre. Voilà, donc j'exclus pas du tout cette possibilité. Après voilà, j'ai eu 2-3 dossiers en droit pénal, mais j'allais dire mineurs, voilà, qui m'ont fait apprendre toujours pareil. Et je me dis que à terme, j'aurai de moins en moins peur. Voilà, c'est clairement un apprentissage. Je dois beaucoup travailler sur moi là-dessus, c'est évident. Et t'as jamais voulu passer la conférence? Si. J'aurais voulu la passer cette année. Et en fait, le temps, en fait, je sais qu'il faut beaucoup de temps. Et surtout, en fait, quand tu les vois plaider, tu te dis, tu es clairement pas au niveau. C'est un exercice incroyable. Ça me plairait beaucoup. Et j'aimerais le faire à terme. Tu me diras si tu te lances cette année? Ouais, bien sûr. Non, et alors je lis toujours chaque semaine avec attention les sujets, en fait, et ça m'arrive de me dire qu'est-ce que j'aurais dit là, etc., etc. Et bon, assez rapidement, je me dis bon, non seulement j'ai pas le temps, mais bon, on pourra toujours se dire ça hein, de toute façon. Ouais, et ensuite, voilà, c'est vraiment en fait à Paris notamment, il y a un niveau particulier. Où je me dis ok, il va falloir que je m'accroche quand même. Même si en fait mon but ça serait pas forcément de gagner, juste pour le challenge, je me dirais que ça serait sympa à faire. Bah ouais. Donc éventuellement je te dirais si jamais je me retrouve là-bas. Mais et en fait ce qui est drôle avec c'est que avec le droit, enfin les permanences que je fais, j'ai un groupe justement avec les personnes avec qui j'ai passé cette formation où parfois en fait on est là à se dire, enfin
pourquoi on s'inflige ça? Il est samedi, 3h du mat, le commissariat m'appelait, je dois y aller. Au fait, pourquoi on s'inflige ça, quoi, alors qu'on pourrait être tranquille en train de pioncer ou faire la fête? Et on n'a pas de réponse à ça. Alors, est-ce que c'est un côté un peu masochiste des avocats? Certainement, il y a ce côté-là. Est-ce que c'est le plaisir de faire ce que tu fais, quel que soit l'horaire? Alors, je pense qu'il y a un côté plaisir. Enfin, oui, c'est ce que j'aime, voilà, clairement. Non, mais tu vois, je veux dire, pense à un médecin, quoi, un médecin de garde. Pourquoi il fait ça? Je pense que c'est pas juste parce qu'il est obligé. Il fait ça aussi parce que c'est vrai. Il se trouve que c'est comme ça qu'on exerce potentiellement sa matière, sa spécialité. C'est totalement vrai. Tu vois, ma mère, elle était gynécologue obstétricienne. Ses gardes, en vrai, elle adorait ça, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais pas du tout, elle voyait pas du tout pourquoi je m'inflige ça. Bah là, le fait est que je me dis, si jamais on me demandait de revenir au cabinet un dimanche, vraiment, ça me contrarierait. Bah, sauf si c'est une urgence ou quoi que ce soit, mais. Oui, mais parce que c'est pas le même, Et là, en fait, il y a, je sais pas, il y a une étincelle en plus, il y a quelque chose qui fait, alors est-ce que c'est ce sentiment de se sentir investi d'une mission de défense, droit de l'homiste, je sais pas. Mais vraiment, et c'est là où je me dis, bon bah, t'as bien fait de continuer, t'as bien fait de persévérer, parce que tu kiffes en fait. C'est ouais, une sorte de plaisir un peu coupable, et je me revois en fait presque à voir les anciens élèves avocats qui disaient ouais, j'ai traîné au capinet jusqu'à 4h du matin, etc. Et je me retrouve avec ce même sentiment un peu plaisir coupable à dire. Ouais, mais est-ce que, moi j'ai pas l'impression que ce soit la même situation en fait, parce que quand vous vous dites ça à 3h du matin, garde à vue. Moi, je vois pas ça pareil, évidemment. Oui, ça m'arrange, hein, voilà. Mais parce que Et puis tu te gargarises. Enfin, la fierté ou le kiff, c'est pas que ça se soit terminé à 3h du matin, c'est que c'est plutôt c'est plus d'être allé voir quelqu'un. Ta journée, il se trouve que ta journée s'est terminée t'es pas vous êtes pas dans une compétition de l'horaire. Non. Alors que ce que tu as souligné au début et ce qui a été souligné par plusieurs personnes dans le podcast déjà, sur cette culture un peu de limite plus tu finis tard, plus t'es fier et t'es content quand tu fais tes premières nocturnes parce qu'on t'a tellement dit que c'était ça le métier et que en fait, même si que ce soit justifié, intéressant ou pas, ben finalement t'en prends presque du plaisir parce que tu te dis que ça y est, t'es enfin dans le costume. Là, j'ai pas l'impression que ce soit la même. Je pense que voilà, c'est pas forcément la même motivation. Enfin voilà, parce que c'est clairement, évidemment, quand on peut négocier avec le commissariat pour y retourner le lendemain, on le fait. Hein, c'est évident. Mais voilà, il y a ce côté. Alors, est-ce que aussi peut-être il y a ce côté que on se retrouve 30 minutes en fait avec un humain en face. C'est pas une entreprise, c'est pas un représentant ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la personne, voilà, qui a son intérêt direct et personnel qui est visé. Je pense que ça joue beaucoup. Après, encore une fois, peut-être que je vais me lasser. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire bon, j'en ai marre, ça va bien 2 minutes, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me convient. Donc là, ça fait quoi, 2 ans que tu fais ça? Ça fait 1 an. 1 an. Ah non, j'ai commencé en janvier 2018 la formation, mais le tutorat était l'été. Voilà. Donc ça fait 1 an, donc c'est pour ça. Tout ce que je dis là, c'est avec des pincettes parce que finalement, c'est du haut de mon année d'expérience et surtout que ça peut changer. C'est-à-dire que voilà. Mais comme pour tout, enfin. Exactement. Et c'est juste que en fait, là, je me dis à l'heure actuelle, finalement, j'aime que ce soit au cabinet. Ou alors dans le cadre de mes permanences, j'aime beaucoup ce que je fais. Tu es une vraie fleur d'avocat. J'ai pas eu de faux fleur d'avocat, hein, je vous l'ai dit, je précise. C'est vrai que tous ceux que j'ai interviewés sont sincèrement, ils aiment sincèrement ce qu'ils font, quoi. En fait, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de me dire, enfin, des fois, je réfléchis en me disant, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là, en fait, parce que comme je te disais, être avocat, c'était j'étais presque tout sauf avocat en fait, et je me dis que peut-être ce qui m'a permis d'apprécier autant ce que je fais aujourd'hui, même si alors attention, j'apprécie ce que je fais, mais on a tous nos retours de vacances qui étaient il y a pas si longtemps pour moi, nos jours sans en fait, où on a juste envie de tout quitter en disant voilà. Mais c'est que finalement voilà, j'ai toujours voulu ok, je tente, ça marche très bien, ça marche pas, c'est pas grave, je dévie, etc. Ce qui me donne un parcours pas du tout linéaire, pas du tout forcément cohérent, mais au moins j'ai été step by step et j'ai pu chaque fois valider ce que je voulais pas. Après, j'exclus pas du tout, vu que dans mon parcours rien n'est prévu. Un jour, voilà, peut-être que
je voudrais tout quitter pour faire du droit du travail, ou alors exclusivement du pénal, ou alors juste même devenir médiateur. Enfin, Mais ça te fait quoi ce sentiment de liberté? Puisque c'est de la liberté finalement. Tu vois, en contraste avec quand t'es arrivé dans cette collab où tu t'es dit, oh, ça y est, c'est la pente glissante. Ouais. Enfin, je suppose que moi personnellement, prendre conscience que voilà, que j'avais la liberté de pouvoir apprendre des nouvelles choses et faire des nouvelles choses si j'en avais envie. Ben, je trouve que c'est kiffant, quoi. Mais parce que ça, je l'ai appris au fur et à mesure. C'est-à-dire que, alors, il y a dans tous mes amis avec lesquels j'ai passé le barreau, qui l'ont eu, enfin, voilà, avocat, il y a au moins 60%, 70% qui a quitté la robe, qui s'est reconverti. Et ça, en fait, et qui sont très heureux maintenant, en fait. Voilà, j'en connais aucun qui a eu une reconversion compliquée, ou alors qui m'a dit ah, je sais pas ce que je fais, etc., etc. Voilà. Donc j'ai vu que oui, il y a toujours une porte de sortie. Donc ça me rassure. Évidemment. Mais même sans quitter la robe, hein, moi je te parle aussi de... oui. Alors après, je de pense... nouvelles manières d'exercer, de nouvelles spécialités. Exactement. Enfin, dans la liberté, il y a aussi la liberté dans la manière d'exercer pour que ça colle toujours à ce que tu as envie. C'est vrai. C'est vrai. Après, là, je pense que au fur et à mesure, il va y avoir cette question. Voilà, c'est finalement, en fait, on sait très bien que la collaboration, c'est pour préparer à l'association, soit à l'association, soit à se lancer en tant qu'avocat indépendant. Et c'est là, à mon avis, mon plus gros problème / challenge, parce que je pense que rien ne nous prépare à ça. C'est l'expérience, la formation, voilà. Mais ça serait peut-être, à mon avis, mon plus gros talon d'Achille, où je pense pas être prêt, ni prêt ni préparé à devoir gérer une comptabilité à peu près propre, du management, etc. Enfin, tout ce qui fait un cabinet, en fait, finalement. Parce qu'un cabinet, c'est pas uniquement du droit. Et c'est là où je me dis, ok, tu vas peut-être te heurter à un mur. Alors, comme d'habitude, il est loin le mur, on le voit pas venir, on verra quand il sera là. Ouais, et puis c'est des choses qui s'apprennent aussi. Voilà, je me dis que ça s'apprend. T'étais pas pénaliste, tu apprends à faire du pénal. Tout à fait. Mais après, au-delà de ça, il va falloir savoir si j'aime. Ouais. Et ça, si t'en as envie, en fait, c'est la plus grande question, c'est est-ce que t'en as envie. C'est ça. Donc je me dis, voilà, là, je me retranche derrière en me disant que je suis encore un peu jeune, voilà. J'ai stabilisé le fait que j'étais avocat, que j'étais bien en tant qu'avocat. Après, on verra pour la suite. Mais en effet, et c'est ça qui est, je pense, bien dans cette profession, c'est que bon, là, encore une fois, il y a des défauts, mais il faut aussi souligner ce qui va bien. C'est que il y a autant de manières d'exercer que d'avocats, en fait. Finalement, il y a un peu ce côté à la carte où on peut choisir qui on veut être, et ensuite comment on veut exercer, en fait. Et c'est ça que je trouve assez bien. Alors, évidemment, comme toutes les libertés, ça fait peur. Voilà. Et t'as l'impression que c'était un discours qui t'était donné aussi à la fac ou pas du tout? Lequel? La liberté d'être avocat? La liberté d'être l'avocat qu'on a envie d'être. Non. Tu le découvres en l'exerçant, quoi. Je le découvre en l'exerçant. Après, oui, évidemment, on nous martèle avocat, vous êtes libéral, vous êtes votre propre patron. Oui, mais c'est pas la même chose que la manière d'exercer. Vous pouvez exercer à votre image. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, après, faut dire, je peux pas trop parler là-dessus parce que, pour être honnête, les cours qui ont été dispensés là-dessus, j'ai pas dû être très ni assidu ni attentif. Parce que non, mais en fait, c'est ça aussi, c'est juste que je me sentais pas concerné, en fait. Je ne comprenais pas. Puisque donc moi j'étais toujours, je me retrouvais à l'EFB un peu par hasard finalement en essayant de cocher toutes mes cases. Et là on me parle d'URSSAF, on me parle de RSI, on me parle de management de cabinet, etc., etc. Je disais non mais attendez, peut-être avant de devenir un manager d'équipe, on peut peut-être déjà essayer de trouver un stage, ensuite une collaboration, ensuite d'être bien dans la collaboration et on verra ensuite. Et c'est pour ça que bon, c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai eu l'impression que c'était pas enseigné, mais c'est juste que c'est pas adapté. Ce que tu dis parce que même pour l'EFB, pour les écoles d'avocats, c'est aussi un retour intéressant. Tout à fait. Donc toi, il se trouve que t'avais pas un projet d'être avocat hyper défini encore, t'étais encore en train de te déterminer tout, mais voilà, c'est-à-dire que même pour eux dans la construction de leur contenu, parce que tu vois, il y a beaucoup de discussions sur la réforme des écoles. Alors il y a des écoles qui innovent, il y en a d'autres qui réfléchissent et il y en a d'autres où on ne sait pas, mais
Tu vois, même pour eux, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que ça se trouve, il y a des cours qui sont donnés et en fait, les étudiants sont juste pas encore assez mûrs Ouais. pour certains de ces cours parce que ça vient trop tôt dans le parcours et que donc, ben oui, on l'entend, mais Moi, j'en suis enfin, ouais. persuadé. Alors évidemment, la question ensuite, c'est ok, mais si vous l'avez pas maintenant, vous l'aurez quand? Puisque finalement, une fois que l'école est finie, c'est terminé. Ben non, c'est pas Voilà. terminé. Enfin, ça c'est. Non, mais il Ben, il faudrait y a que de la formation continue, quoi. alors, tout à fait, il y a la formation continue. Par contre, sur la comptabilité, enfin sur la gestion de comptabilité, etc., je suis pas certain que le FB fasse des formations continues. Ben, je sais pas, mais enfin bon, ça c'est. Il faut que je me renseigne, hein, parce que clairement, Ouais, j'en mais aurais c'est besoin. drôle parce que c'est des discussions que j'ai, enfin tu vois, sur les problématiques de formation continue et je trouve ça, en fait, j'ai eu cette conversation, enfin une conversation similaire en off avec un avocat que j'ai interviewé la semaine dernière Ouais. et il y a vraiment ce truc où tu vois le FB se termine et ensuite la formation continue, c'est la formation technique. Et on oublie complètement qu'on peut apprendre des nouvelles choses. Ouais. Mais alors Et pourquoi? en fait, bah, au pire, c'est pas donné par le FB, mais il y a Mhm. d'autres organismes, enfin, il y a Ah non, mais d'autres tout à endroits fait. où on peut apprendre des choses. Et alors, il y a quelque chose de fou, c'est juste que les avocats ne savent pas qu'il y a des subventions Oui, par le avec le FB. fiche, et puis avec Exactement. le fiche PL. Ouais. Exactement. Où je crois qu'on, alors je sais, je dirais une connerie, je sais pas si 300 ou 900 euros, que chaque année on peut C'est mettre en 900 formation. euros. Et en fait, les avocats ne l'utilisent pas. Et en fait, le problème, c'est juste que par exemple, là, moi, je dois valider un certain nombre d'heures en formation continue spécialisée en droit pénal pour garder mes permanences, enfin l'accès au bureau pénal. Et le problème, en fait, c'est juste qu'une fois que j'ai fait ces 12 heures, en fait, j'ai aussi la déontologie. Euh, voilà, et mine de rien, accumuler avec le boulot, c'est très compliqué. Évidemment, je pense que comment dire, des formations peut-être un peu plus généralistes sur la gestion de cabinet, l'URSSAF, le RSI, etc., 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 serait très très profitable à tout le monde. Après, encore faut-il que justement, voilà, les avocats jouent le jeu, y aillent, ils participent, etc., etc. Honnêtement, je jette la pierre sur personne là-dessus parce que c'est trop, enfin, je Non, moi comprends que c'est très j'ai saisi compliqué. j'ai saisi ce que t'as dit parce que enfin, je trouve ça intéressant. Tu vois, je me mets à la place Mmh. d'un directeur d'école d'avocat. Je trouve que c'est intéressant que tu dises, Oui, ah oui, voilà, ben en fait, j'y suis, mais ça me paraissait loin. Enfin, voilà, et du coup, franchement, tout à j'en fait. ai pas tiré. C'est ça le problème, c'est juste que je ne sais pas Et comment est-ce qu'ils pourraient ouais. enfin, faire autrement, en fait. Voilà, donc après, je pense qu'il doit certainement y avoir des bonnes initiatives, et puis tout Bon, et puis de simplement... toute façon, on va pas régler cette Oui, question non, non, dans cette c'est pas des... interview entre nous. Mais et du coup, quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, en tant qu'avocat, je suppose. Bah ou pas, ta dernière joie. Ah, j'essaie de dire quelque chose de pas trop bête quand même. Bah y a pas de joie bête. Non, enfin, il faut que ce soit un petit peu professionnel quand même, Bah non? faut que ce soit ta dernière joie, je sais pas. Ah bah alors Si bon, tu me dis que ce ok. matin ton croissant était parfaitement Non, croustillant et chaud et beurré, ben je te dirais que c'est une joie très profonde et que tu vois, je la comprendrais quoi. Donc non, bah, j'allais dire ma dernière joie, ça a été mon départ en vacances, mais bon, c'est pas très, c'est pas très cohérent. Non, mais non, si. non. Par exemple, en fait, c'est quelque chose de tout bête, mais où je me suis mis à trépigner là au cabinet, c'est que justement, peu avant de partir en vacances, j'avais une garde à vue où pour le coup, un gardé à vue n'avait rien à voir dans cette histoire. Voilà. Et évidemment, je suis son avocat, c'est mon rôle de dire ça, mais j'en étais en fait intimement convaincu. Et donc, par acquis de conscience, quand même, j'appelle le commissariat pour savoir en fait ce qu'il est advenu. Et là, on m'annonce que bon bah il a été libéré. Et c'est tout bête en fait, mais ça m'a rendu de bonne humeur pour le reste de la journée. Tu sais J'étais que content. presque tous les pénalistes que j'ai reçus sur ce podcast, dans leur dernière joie, c'était la libération d'un prévenu. Voilà, Presque tous. Non, mais je t'assure. c'est- Donc, c'est- Comme voilà. quoi on est un peu basique, hein, mais Bah oui, mais et en fait c'est un peu con en fait comme sentiment, mais je sais pas, un peu peut-être ce sentiment du devoir accompli, Mm. où on s'est dit bon, ok, on s'est battu, on a peut-être gueulé pour rien, mais ça a porté ses fruits. Voilà. Et est-ce que tu as une source d'inspiration? Une source d'inspiration, franchement, mes parents, évidemment, c'est une source d'inspiration parce que eux sont indépendants aussi en fait, et je me dis que c'est pas un hasard si cet esprit peut-être voilà, oui, libéral indépendant en fait, je l'ai voulu inconsciemment ou pas, hein, voilà.
Mais non, en soi, en termes d'exercice, j'ai pas une inspiration. Mais dans ta vie en général, ça peut être un roman, ça peut être, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire? Alors ça va être un peu plat du coup, enfin non en fait. Je me nourris de choses différentes, comme les passions, c'est-à-dire je pourrais pas dire que j'ai une passion. J'ai de l'intérêt pour plusieurs choses, que ce soit l'opéra, l'Italie, enfin tout ce qui touche à l'Italie en général. Et je me nourris un peu de tout ça, cette mosaïque en fait, sans que ouais, donc ça fait une sorte de schmilblick, voilà, sans que ce soit quelque chose de très défini et déterminé. Voilà. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Rarement de costume. Parce que je déteste ça et que je trouve que malheureusement c'est un peu voilà, c'est notre uniforme, voilà le costume comme si en fait il fallait qu'on arrive à prouver en fait à nos clients que on est des gens respectables et qui connaissent notre métier parce qu'on porte une cravate. Donc j'avoue c'est quelque chose que j'ai un peu imposé au cabinet et c'est aussi ce qui m'a fait rester, c'est-à-dire que je voyais que ma personnalité, ma vision des choses était prise en compte parce que alors que l'ancien collaborateur était toujours en costume, moi très rapidement j'ai alors pas imposé mais je me suis laissé la liberté de faire le casual Friday, voire le casual Monday, voir le casual week, casual voilà. Tuesday. Toujours avec cette notion de voilà, évidemment il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais voilà, je me sens pas à l'aise et pas naturel en fait en costume. Et c'est pour ça que la robe me va bien parce que finalement on s'en fout de la façon dont tu es habillé dessous, on est tous égaux. Et puis ouais, je trouve ça un peu cool de la porter quoi. J'aime bien en tout cas. Bon, bah merci beaucoup Alexis. Merci à toi.